Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soyez le bienvenus à la nouvelle conférence du Cercle 7. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Christophe et Cédric du 356 Beach, qui permettent à nos conférences les pieds dans le sable et au bord de la mer, et je pense que vous pouvez en profiter comme tout le monde. Je rappelle que ces conférences se déroulent en 2 temps. L'intervention de notre invité, Robert Voyer, sur le thème de l'intelligence artificielle. Et vous pouvez vous désaltérer pendant sa conférence, bien sûr. Puis nous le laissons souffler 1 à 2 minutes à la fin de son intervention et nous enchaînons avec les questions-réponses. Vous avez à votre disposition une cagnotte à l'entrée pour recevoir votre bol, nous permettant de défrayer les frais de nos conférenciers. Nous avons planifié quasiment toutes les conférences jusqu'en juin 2024. Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais le prochain, c'est Philippe Pasco sur le sujet de la corruption. Et il faut que vous réserviez la date du 19 octobre à 18 h, toujours au 356 Beach. Alors, quelques mots sur notre invité, Robert Voyer, est docteur en informatique, spécialité intelligence artificielle. Il est maître de conférence à l'Institut Mines Télécom depuis 30 ans, professeur dans l'enseignement supérieur et architecte des systèmes d'information. Il a réalisé et animé de nombreuses formations et conférences liées à la mise en place d'architecture d'entreprise, la conception et le développement des systèmes d'information, l'intelligence artificielle, bien sûr, les banques de données, big data, la philosophie morale et la philosophie appliquée à l'entreprise. Je pense qu'il en touchera un mot dans sa conférence. Sur le plan de la recherche, il est impliqué dans des projets de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et il co-encadre des thèses et participe à des jurys de thèse. En dernier, il est membre de 2 laboratoires de recherche. Mesdames et messieurs, Robert Voyer. C'est celui-ci, ah ben oui. Bien, vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à saluer votre courage en cette si belle fin d'après-midi, d'être venu assister à une conférence plutôt que de profiter de la plage et du soleil. En même temps, peut-être avez-vous prévu un temps un peu plus médiocre. Ensuite, merci. Ensuite, je voudrais remercier Catherine et Laurent qui m'ont invité donc à délivrer cette conférence. Et c'est avec plaisir que je me trouve ici parmi vous. Alors, on va commencer. Donc ma présentation va être organisée en 4 grandes parties. Je vais, dans un premier temps, ici, commencer par présenter le domaine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Dans cette première partie, je vais procéder à ce que Paul Valéry appelle un nettoyage de la situation verbale. Je vais clarifier les notions, les termes du domaine qui peuvent être parfois un peu confus pour un public non averti. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais présenter le domaine de l'intelligence artificielle dont on parle quasi exclusivement, qui est l'apprentissage machine. Et donc là, je prendrai un petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'est l'apprentissage machine, comment ça fonctionne. Ensuite, dans un troisième temps, j'en présenterai les limites. On ne peut pas tout faire avec. On a des limites infranchissables actuellement. Ensuite, je décrirai les craintes éventuelles dont on nous parle quasiment tous les jours. Et donc là, j'essaierai de faire un petit peu le point et en essayant de discerner le vrai du faux. Et puis ensuite, je m'intéresserai à l'éthique, à la nécessité de prendre en compte l'éthique, alors tant pour les développeurs, les concepteurs qui mettent en place des applications d'intelligence artificielle, que pour les utilisateurs qui utilisent justement, qui mettent en œuvre ces applications d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, donc j'ai prévu
de vous parler du phénomène dont on parle depuis plusieurs mois, donc qui est le modèle de langage. On parlera de LLM, ce sont des grands modèles de langage. Et le plus connu, c'est le modèle ChatGPT. Et donc là, j'ai prévu de vous faire quelques démonstrations pour en montrer vraiment les résultats qui parfois sont surprenants, sont époustouflants, à tel point que justement, on peut avoir, à l'issue des résultats qu'on obtient avec ce type de modèle, eh bien, des impressions qui sont parfois un peu justement erronées. On peut avoir des commentaires, et là je pense à des journalistes. J'ai en tête Laurent Alexandre, dont on entend et qu'on voit un peu partout, et qui, à ce sujet-là, parfois dit des choses qui sont assez décalées, voilà, par rapport à la réalité. Alors je vais commencer donc par présenter le domaine. Alors on a une date de naissance de l'intelligence artificielle, on a une date précise, c'est 1956. En 1956, s'est tenue une université d'été, précisément du 18 juin au 17 août, et c'est la date de naissance du domaine. Alors elle a eu lieu simplement parce que l'année précédente, le 31 août 1955, on a 4 scientifiques qui invitent leurs collègues justement à travailler sur ce qu'ils appellent, dès le départ, justement l'intelligence artificielle. Alors la véritable naissance, c'est l'année suivante, c'est 1956. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cet appel, justement, de ces 4 scientifiques, alors on avait John McCarthy, Minsky, Rochester, moins connu, et Shannon. Donc issus de laboratoires, d'universités différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que leur appel contient la définition que je vais vous donner. Et pour eux, lors de leur appel, lorsqu'ils définissent cette nouvelle discipline, ce nouveau domaine scientifique, l'intelligence artificielle comprend des méthodes et des systèmes pour résoudre des problèmes qui requièrent normalement l'intelligence humaine. Le thème intelligence est toujours, et c'est ça qui est étonnant, c'est que cette définition qu'ils donnent, eh bien, on pourrait la reprendre aujourd'hui sans rien changer. Donc pour eux, le terme intelligence défini est toujours défini comme la capacité d'apprendre efficacement, de réagir de façon adaptative, de prendre les bonnes décisions, de communiquer en langage, en images, d'une manière sophistiquée, et enfin de comprendre correctement. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, on n'avait aucune puissance de calcul. On n'avait véritablement aucune puissance. C'était des ordinateurs à tubes, il n'y avait pas de transistors, il n'y avait pas de mémoire, et bien évidemment, encore une fois, très peu de vitesse de calcul. Et pourtant, ils avaient déjà cette ambition. Alors, les travaux prévus reposent donc sur le postulat suivant, qui est que chaque aspect de l'apprentissage, ou tout autre aspect de l'intelligence, peuvent en principe, en théorie, être décrits avec une telle précision qu'une machine peut être conçue pour les simuler. Alors là aussi c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle simule. Et ça, il faut retenir ce terme-là, c'est que c'est véritablement une simulation des capacités cognitives, des capacités intellectuelles des individus. Ce n'est pas une substitution, c'est véritablement une simulation. Alors au départ, comme souvent d'ailleurs, on a les grands espoirs dans les années 60.
on a, à partir des années 50, donc juste après l'université d'été, eh bien, on a des programmes qui sont développés et qui sont considérés comme extraordinaires. Et le fait est que l'on a véritablement eu des prouesses au niveau du développement dès les origines qui ont surpris tout le monde. Mais ça n'a pas suivi, ça n'a pas évolué comme on pouvait l'imaginer. On a eu des déclarations à cette époque-là totalement inconsidérées. On pouvait déjà imaginer que d'ici 10 ou 20 ans, c'est-à-dire que dans les années 80, ils imaginaient déjà qu'on allait avoir des programmes qui allaient pouvoir résoudre tous les problèmes qu'un être humain est en mesure de résoudre. Et aujourd'hui, on sait que bien évidemment, c'est pas du tout le cas. Et donc, les chercheurs en intelligence artificielle n'apprendaient pas plutôt les difficultés des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et ça se résume en une seule expression que l'on appelle aujourd'hui l'explosion combinatoire ou la malédiction de la dimensionnalité. C'est-à-dire que, en vérité, les combinaisons qui devaient être prises en compte pour traiter des problèmes, eh bien, augmentaient de façon exponentielle. Ce qui fait que, eh bien, il était impossible de traiter les mêmes problèmes dès que l'on augmentait la dimension. Un exemple simple, le jeu d'échecs. On pouvait déjà imaginer à cette époque qu'on allait avoir un programme qui allait être champion d'échecs d'ici 10 ans. Alors c'est arrivé depuis, bien évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre en place un programme qui gagne à coup sûr, qui fait le checkmate à coup sûr, eh bien il faut examiner toutes les possibilités. Et le nombre de possibilités est astronomique. C'est 10 puissance 120. Alors, ça ne dit pas grand-chose, 10 puissance 120. Bien simplement pour essayer d'en donner un petit peu une idée, la distance, la taille de l'univers observable en mètres, c'est 10 puissance 29. Le nombre d'atomes dans l'univers observable, c'est 10 puissance 80. Donc 10 puissance 120, c'est infranchissable. Alors on a réussi, et ensuite on a d'autant mieux réussi qu'on a ensuite eu des programmes maintenant qui sont totalement imbattables au jeu de Go. Et là, le jeu de Go, on ne pensait pas, pour le coup, y arriver aussi vite. Là, ça a été inversé. Pourquoi? Parce que le jeu de Go, c'est pas 10 puissance 120. Le nombre de possibilités, c'est 10 puissance 300. Et pourtant, on y arrive. Mais à l'époque, on n'avait pas les techniques, les modèles, les méthodes pour le faire. Donc, on a eu ce qu'on appelle un premier hiver. Ensuite, dans les années 80, on a une renaissance avec ce qu'on a appelé les systèmes experts. Et là, de la même façon, c'est reparti. Avec les systèmes experts, on allait résoudre tous les problèmes. Les investissements, la DARPA, beaucoup d'investissements. On se laisse effectivement, d'une certaine manière, emporter par cet engouement. Parce que derrière, il y a des enjeux financiers, vous l'imaginez aisément. Et de la même façon, eh bien, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, on est de nouveau rentré de ce que l'on a appelé un deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Et là, ça a duré assez longtemps. Ça a été très marqué. Moi, j'avais déjà passé ma thèse en intelligence artificielle. Et donc, j'ai déjà écrit un ouvrage. On faisait des développements. Et le déclin était tel qu'ensuite, il ne fallait surtout pas dire que l'on faisait ou que l'on avait fait de l'intelligence artificielle. C'était véritablement, ça avait véritablement mauvaise presse. Aujourd'hui, on a un renouveau. Alors, il faut espérer qu'on ne va pas de nouveau retomber dans un nouvel hiver, parce que on a quand même des déclarations qui parfois sont un petit peu hors sol. Et encore une fois, je pense
entre autres, à Laurent Alexandre, mais c'est pas le même seul, et le seul, pardon, mais j'y reviendrai. Alors on a un nouvel engouement à partir des années 2010, et on va le voir plus précisément 2012. Et de nouveau, l'IA est en plein essor. Et en plein essor principalement, justement, grâce à l'apprentissage automatique, au deep learning, que je vais vous présenter. Alors, maintenant, on va préciser, comme je vous l'ai dit, les termes et les notions du domaine. Alors, on a différents domaines, et là, je vais vous les présenter, et leur imbrication. Alors, on a tout d'abord, justement, l'intelligence artificielle, qui est le domaine qui englobe les autres, et là, principalement les deux autres. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le domaine des techniques pour résoudre, pour agir comme un être humain rationnel, bien évidemment. Et ensuite, on a un sous-domaine qui est le domaine du machine learning. Et le machine learning, c'est la capacité pour un système de réaliser des tâches pour lesquelles il n'a pas été explicitement programmé. Il sera en mesure d'effectuer ces tâches après une phase d'apprentissage, justement, une phase d'entraînement. Mais le système n'a pas, encore une fois, été explicitement pour réaliser telle ou telle tâche. Il va pouvoir le faire de lui-même après avoir été entraîné. Et dans le domaine du machine learning, on a un autre sous-domaine qui est le deep learning. Alors le deep learning, comme le machine learning, c'est la même chose. C'est pour un système, c'est la capacité de réaliser des tâches pour lesquelles il n'a pas été explicitement programmé. À la différence, c'est que le fonctionnement ici est basé sur le cerveau biologique. C'est-à-dire que l'apprentissage dans le deep learning repose sur ce que l'on appelle les réseaux de neurones. Et ce dont on parle aujourd'hui, eh bien, excusez-moi, ce dont on parle aujourd'hui, ce dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est exclusivement du deep learning. Donc, lorsque on parle d'intelligence artificielle, où que ce soit, d'ailleurs, alors de plus en plus, on utilise maintenant le terme deep learning, mais c'était vrai en fait dès 2012, eh bien, il faut, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, il faut entendre deep learning. C'est l'apprentissage, encore une fois, comme je vous l'ai dit, basé sur les réseaux de neurones. Alors le deep learning, encore une fois, concentre toutes les attentions par les résultats spectaculaires qu'il obtient, et ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas que depuis ChatGPT. C'est depuis une dizaine d'années. Avec le deep learning, on a réalisé des prouesses étonnantes, et cela dans beaucoup de domaines. Alors, comme je l'ai dit aussi, c'est récent. Ça date de 2012. Alors, on peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé justement en 2012. Eh bien, en 2012, eh bien, on a la convergence de trois éléments, de trois phénomènes. On a, alors ça c'est d'un point de vue technique, on a la possibilité de mettre en œuvre ce que l'on appelle des cartes graphiques, GPU. Ça c'est important parce que entraîner un réseau de neurones pour qu'ensuite il soit en mesure de lui-même de réaliser des tâches, eh bien c'est très long et très compliqué. Et donc tant qu'on n'avait pas la possibilité de mettre en œuvre des cartes graphiques, on ne pouvait pas y arriver correctement. Donc à partir de 2012, on a pu le faire. Ensuite, le deuxième élément, c'est que bien évidemment aussi, on a fait des progrès
dans les algorithmes, c'est-à-dire dans la manipulation des réseaux de neurones artificiels. Puis, troisième élément à prendre en compte, c'est la disponibilité de gigantesques masses de données, ce que l'on appelle le big data. Et donc, vous voyez, ces trois éléments mis ensemble, on a une espèce de convergence qui a fait que, eh bien, on a pu, eh bien, par le progrès dans la définition des réseaux de neurones, dans la possibilité de les entraîner efficacement grâce à la possibilité d'utiliser des cartes graphiques. Et puis pour entraîner les réseaux de neurones, on a besoin de beaucoup de données. Et bien on avait à notre disposition justement de gigantesques masses de données. À travers donc encore une fois l'architecture que l'on appelle le big data. Alors, maintenant sur le deep learning, on va avoir deux types d'intelligence artificielle, en essayant de dire les choses bien évidemment à gros traits. On a ce que l'on va pouvoir faire, c'est-à-dire une intelligence artificielle discriminante. Discriminante, ça va être mis en œuvre pour pouvoir traiter des problèmes complexes. Par exemple, la reconnaissance d'une image, la détection donc d'une anomalie dans une radio. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle discriminante. Et puis, on a un autre type d'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, qui est l'intelligence artificielle générative. Alors, comme son nom l'indique, ça va permettre de générer. De générer quoi? Bien, avec l'intelligence artificielle générative, on va pouvoir générer des images. Et ça, vous avez dû le voir. On peut générer toutes sortes d'images. C'est absolument étonnant. On a beaucoup d'exemples où il suffit d'écrire un texte. Et à partir du texte, on va générer l'image correspondante. On peut générer des vidéos. On peut générer du son, de la musique. On fait de la composition automatique avec l'IA générative. Et puis aussi, on peut générer du texte. Et c'est ce dont on parle encore une fois depuis plusieurs mois avec ChatGPT. On génère du texte. Et donc ça fait partie de ce domaine du deep learning qui est l'IA générative. Et donc on parle de réseau de neurones génératifs. Alors, maintenant on va s'intéresser à l'apprentissage machine, puisque je vous ai parlé donc du machine learning et du deep learning, et donc là, l'apprentissage machine, eh bien, concerne ces deux sous-domaines. Donc ça concerne aussi bien le machine learning que le deep learning. Alors, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'apprendre? En quoi ça consiste, apprendre? Bien, l'apprentissage, déjà ce que l'on peut noter, c'est que ce n'est plus, et ce n'est pas, même déjà dans le monde animal, exclusivement une spécificité de l'espèce humaine. On sait que c'en est par contre la spécialité par excellence. Et ça, on sait que, entre autres, ça repose sur la plasticité du cerveau. La plasticité du cerveau, c'est quoi? C'est tout simplement l'adaptation de milliards de paramètres, donc au sein de ce qui constitue donc les réseaux de neurones biologiques qui vont eh bien, tout simplement s'adapter. Et du fait qu'ils s'adaptent, c'est ce qui va avoir donc comme pour effet justement la possibilité donc d'apprendre. Alors tous les paramètres ne sont pas adaptables de la même façon. Alors il y en a qui sont pré-câblés et il y en a d'autres qui sont ouverts à l'environnement. Alors, aujourd'hui, donc cette capacité d'apprendre, eh bien, fait face à un nouveau défi. L'intelligence humaine n'est plus la seule à savoir apprendre des tâches qui peuvent être
intellectuellement compliqué. On a ici, dans de nombreux domaines de la connaissance, des algorithmes de deep learning qui apprennent parfois, souvent, même mieux et plus vite que nous. Alors c'est la raison pour laquelle il est intéressant de s'intéresser justement à ces algorithmes d'apprentissage. Voilà. Alors apprendre, explique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, neuroscientifique, eh bien apprendre, c'est affiner un modèle du monde, donc parmi des milliers de modèles plus ou moins fidèles du monde extérieur. L'apprentissage donc permet au cerveau de construire, de modeler des modèles du monde afin d'en saisir un autre aspect de la réalité. On va le voir, donc pour justement être en mesure de s'approprier de ce nouvel aspect de la réalité, eh bien, le cerveau va ajuster ses circuits. Il va ajuster un certain nombre de ses paramètres. Alors, pour comprendre, eh bien, on va prendre un exemple très simple, et d'ailleurs que l'on peut faire justement comment ça s'appelle, dans le nord de Paris, à Saint-Denis, donc qu'importe, on a la possibilité de porter des lunettes qui décalent un petit peu la vision vers la droite ou vers la gauche de quelques degrés. Lorsque vous mettez ces lunettes, et puis qu'on vous tend un bâton, et puis que vous essayez de l'attraper, eh bien, on n'y arrive pas du premier coup. Simplement parce que les lunettes décalent la vision. Et donc, le bâton, là où on le voit, ben, il n'est pas là. Et donc, on essaye de l'attraper et on n'y arrive pas. Et donc, on va faire plusieurs essais. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'après quelques essais, et donc quelques erreurs, eh bien, le cerveau, automatiquement, va rectifier les erreurs. Et donc, ce que va faire le cerveau, il va ajuster les mouvements de telle sorte qu'ensuite, on soit en mesure de pouvoir attraper le bâton. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple où le cerveau va s'adapter. Il va noter, constater une erreur, et il va réduire, essayer de corriger cette erreur. Et on va y arriver en faisant plusieurs essais. Et donc, en faisant, eh bien, un entraînement. Et ensuite, au bout de quelques essais, eh bien, on va être en mesure d'attraper le bâton. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que si vous retirez les lunettes, et puis que vous essayez de nouveau d'attraper le bâton, eh bien là, vous allez de nouveau tomber à côté. Et là, il va falloir refaire quelques essais, pour que de nouveau, le cerveau puisse s'adapter. Et je vous rassure, ensuite, on y arrive correctement, comme on pouvait le faire auparavant. Et donc, ce qui se passe là, c'est que eh bien, le cerveau a ajusté automatiquement les paramètres du modèle qui sont mis en jeu, justement, entre la scène observée et la direction du bras. Un peu comme peut le faire un tireur. Vous savez, qui tire dans une cible et puis il constate qu'il est à côté. Alors s'il est à côté un peu à gauche, ben, il va rectifier et puis essayer de se remettre dans la bonne direction, donc en modifiant sa visée. Et puis comme ça, encore une fois, par essai-erreur, eh bien, il va être en mesure ensuite de pouvoir ajuster correctement son tir. Eh bien, c'est exactement ce que fait le cerveau. Alors là, on y arrive assez simplement. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a besoin que d'ajuster un seul paramètre, qui est l'angle de visée. Et c'est pour ça que quelques essais suffisent. Eh bien, c'est exactement le même principe en jeu dans l'apprentissage machine.
dans l'apprentissage d'un réseau de neurones, c'est exactement de cette façon-là que ça va fonctionner.